cette commission juridique a été montée quelques années avant, enfin, je dirais 3 ans avant 2013, donc vers 2010-2011. Et elle est composée d'avocats, mais aussi de chercheuses. Et nous sommes au service en fait des adhérents de l'association. Tous. Alors, les autres membres de la commission sont tous avocats. Il y a des avocats du barreau de Paris, mais pas que, en fait, implantés un peu partout en France. Et nous sommes tous bénévoles, très actifs dans nos professions, mais aussi très actifs à l'intérieur de l'association, parce que nous avons eu, durant toutes ces années, beaucoup de travail. Mais la mission première, en fait, de la commission juridique, c'est d'abord et avant tout de pouvoir répondre très spontanément et d'être très présent sur les questions juridiques des adhérents, pour répondre, en fait, aux interrogations juridiques, j'allais dire, du quotidien, des parents, des futurs parents, et puis au fur et à mesure, bien sûr, de l'évolution de la législation, de pouvoir répondre aux questions vraiment très techniques et pragmatiques qui se sont posées suite à l'entrée en vigueur de telle loi, etc. Auprès de la commission politique, de pouvoir œuvrer ensemble à mieux porter, d'abord à mieux décrypter juridiquement les lois qui entrent en vigueur ou les décrets d'application, etc. Donc d'avoir vraiment un regard expert de décryptage juridique des lois qui entrent en vigueur, et donc pour pouvoir mieux articuler aussi l'action politique de l'association. Il y a eu des évolutions effectivement du droit qui sont remarquables et très importantes depuis ces 10 dernières années, puisqu'on est passé d'une situation dans laquelle en fait il y avait pas d'existence possible pour l'un des deux parents dans des couples de personnes de même sexe, et donc uniquement des instruments qui étaient liés à la parentalité qui pouvaient être obtenus, c'est-à-dire éventuellement une délégation partage d'autorité parentale ou des choses du juge qui permettaient quand même, et puis en pratique, la possibilité quand même d'exercer ses fonctions parentales au quotidien, tant qu'il n'y avait pas de séparation avec le parent légal, à une situation où aujourd'hui, effectivement, depuis 2013, il est possible d'avoir 2 liens de filiation à l'égard de 2 personnes de même sexe, et ça, c'est vraiment extrêmement, en tout cas pour le droit, révolutionnaire, pas pour évidemment nos familles, mais pour le droit, c'est vraiment une évolution qui est remarquable et qui a permis donc de passer de la parentalité, donc de l'homoparentalité, un mot qui a été fondé au sein de la PGL, à presque l'homoparenté, si on veut parler un peu plus juridiquement. L'adoption, c'est une manière de reléguer finalement les familles homoparentales dans une procédure particulière, là où toutes les autres familles peuvent établir leur filiation selon des moyens extrêmement variés pour justement éviter que des enfants n'aient pas un double lien de filiation. Cette ouverture de la PMA, on a vu qu'elle aurait pu être faite en 2013, s'il y avait eu un peu plus de courage politique à l'époque, que ça a été retardé de quasiment 10 ans. 10 ans de vie pour des oocytes, c'est énorme, disons-le. En 2021, la filiation pour les couples de femmes qui ont accès à la PMA, elle se fait selon un mode totalement dérogatoire, la reconnaissance conjointe anticipée. Et on pourra voir à quel point c'est une filiation au rabais. Au rabais, sauf le prix, puisque c'est payant devant notaire, contrairement aux reconnaissances. Mais sinon, il faut impérativement faire cet acte notarié. En tout état de cause, ça doit être fait avant la naissance de l'enfant, par les 2 femmes, et remis à l'officier d'état civil au moment de la naissance pour établir la filiation de la femme qui n'accouche pas. Cette reconnaissance conjointe anticipée, donc, elle est payante. Elle doit être faite avant même la grossesse, et ce qui conduit à un moment on s'est demandé mais si c'est une grossesse gémellaire, est-ce que ça vaut pour tous les enfants? Parce que théoriquement une reconnaissance, c'est on reconnaît qu'on est le parent d'un enfant qui doit être au moins conçu, donc là on reconnaît qu'on s'engage à être le parent de tous les enfants qui vont naître de la prochaine grossesse au sein de ce couple de femmes, et donc effectivement une circulaire a précisé que ça valait pour pour tous les enfants au sein de la portée. Donc cet acte notarié, en fait, ça a été extrêmement... ça aurait pu être fait autrement, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu permettre d'étendre la présomption de parenté, de paternité, et créer une présomption de comaternité ou une présomption de paternité, ou une reconnaissance qui aurait pu être faite gratuitement en mairie au moment où l'enfant est conçu. Et ça n'aurait pas posé plus de difficultés, puisque en fait, si le problème c'est de savoir si l'enfant est issu d'une PMA,
on a dans tous les cas, à partir du moment où il y a un tiers donneur, un consentement au don qui doit être fait chez notaire. Donc on n'a pas besoin, en plus de cette reconnaissance conjointe anticipée, qui est un ovni juridique et qui pose et posera, en tout cas pour l'avenir, à notre sens, un certain nombre de difficultés. Pourquoi est-ce que la PGL s'est lancée avec le collectif Famille ? C'est parce qu'on note qu'il y a aujourd'hui énormément de ratés, beaucoup de femmes qui, une fois que l'une d'entre elles est enceinte, se disent maintenant comment on établit la filiation, et qui ont raté la porte d'entrée de la RCA, et qu'il n'y a pas de communication institutionnelle suffisante. On répétera jamais assez que ce dispositif est quand même assez piégeux, parce qu'il est tellement dérogatoire qu'on n'imagine pas qu'il existe. Et qu'aujourd'hui, nombre de femmes sont obligées encore, alors qu'elles ont réalisé une PMA en France ou à l'étranger, enfin plus précisément celles qui font des PMA à l'étranger, sont obligées encore d'adopter leurs propres enfants. L'arrivée de cette loi, qui aurait dû être un soulagement pour... à la fois, le caractère complexe de la situation transitoire, effectivement, est une des difficultés. Et même, en fin de compte, quand il y a la possibilité d'inscrire les deux mamans, on se retrouve aussi avec des histoires de pièges. Et on se dit, voilà, c'est difficile de mettre un climat serein quand il y a effectivement un système qui est piégeux. On peut aussi noter, c'est que, par exemple, dans le cas d'insémination artisanale, le dispositif n'est pas censé s'appliquer, puisque c'est que les procréations médicalement assistées avec tiers donneur à l'étranger, ce qui est la voie qui avait été suivie par un certain nombre de femmes avant l'ouverture de la PMA en France, mais ce qui n'est pas la seule voie qui a été suivie pour des raisons nombreuses qui peuvent tenir au fait qu'on veut pouvoir connaître l'identité du donneur, pour des raisons financières, pour des raisons de facilité, de démédicalisation, etc. Et dans ce cas-là, les deux dispositifs transitoires ne sont pas censés s'appliquer, et donc on fait comme si ces situations n'avaient pas d'existence légale, ou tant que quota n'était pas digne d'intérêt et d'établir donc ce second lien de filiation. Nous, praticiens du droit, nous nous rendons compte que là encore, c'est un peu comme la reconnaissance conjointe anticipée, de nombreuses femmes ne savent pas que ce dispositif existe, le découvrent avec le temps, et il va être trop tard pour un certain nombre d'entre elles. Donc il y a un point qui nous semble être aujourd'hui très important dans la militance politique et juridique, qui va être que probablement il va falloir que ce dispositif perdure encore, parce qu'on aura bien besoin de ce dispositif, ou à d'autres formes de parentalité. On parlait de la pluriparentalité, qui aujourd'hui c'est pas un impensé, c'est une volonté de ne pas penser ce mode, cette configuration familiale d'un point de vue politique. Quand on parle parfois à nos députés ou à nos hommes politiques de pluriparenté, c'est presque pire que de parler de gestation pour autrui. On est tous parents de fait, qu'on soit des pluriparents, qu'on soit dans le cas de parenté, de famille avec des parents trans, qu'on soit, quel que soit le mode de conception, mais que pour autant, on n'est pas tous légalement reconnus comme tels, et c'est encore le cas évidemment de nombre de parents. Et c'est pourquoi, évidemment, on a encore énormément de militance politique. Et ce que pense la PGL, et je me permets de le dire parce que c'est ce qu'on dit depuis un bon moment, c'est que tant qu'il n'y aura pas une véritable réforme du droit de la filiation dans sa totalité, et pas simplement des dispositifs réservés à des configurations précises, eh bien, nous aurons toujours des impensés, et nous aurons toujours des parents qui seront laissés de côté. Donc il est temps d'ouvrir ces chakras beaucoup plus, voilà, du côté de nos politiques, et de véritablement commencer à penser, non seulement sans doute l'ouverture de certaines techniques de médecine reproductive qui sont encore interdites sur notre sol, mais également de repenser notre droit de la filiation pour que tous les parents puissent être reconnus comme tels et protéger évidemment leurs enfants. C'est dans l'intérêt supérieur des enfants. Les civils et l'ensemble des agents qui officient au contact du public, c'est une matière qui est quand même assez compliquée, très investi par les usagers. Et sur la question des couples de femmes, on sent bien que derrière, il y a aussi du mécontentement parce que le formulaire n'est pas bien complété, ou en tous les cas refont apparaître homme, père et mère. En fin de compte, on a besoin de progresser, et tout ça c'est à la fois de la formation, de la sensibilisation, du rappel à la règle, et également grâce à des interventions comme cette journée aujourd'hui, ce colloque,
de redonner effectivement un éclairage sur ces circuits et ces difficultés parfois de parcours et de création d'actes d'état civil. Les réflexions et les prospectives, c'est pour repenser un droit de la filiation qui est clairement obsolète. Et puis, c'est normal, c'est le code de 1804, voilà, tout le monde a compris que ça pouvait être un petit peu obsolète. Mais en tout état de cause, et jusqu'à présent, et les revendications, et franchement, c'est ce qu'on voit, nous, c'est ce qui ressort là de cet atelier juridique de ce matin, c'est pourquoi les familles homoparentales, pourquoi les enfants qui naissent dans les familles homoparentales ont un droit spécifique. Pourquoi on n'est pas dans le droit commun ? Et ça, alors, on peut créer on peut inventer, c'est passionnant. Donc, on peut essayer d'œuvrer collectivement à réfléchir à tel mode d'établissement de la filiation, etc. Mais enfin, d'abord et avant tout, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas un millefeuille et que tout soit pensé collectivement pour que tous les modes... Pourquoi la reconnaissance conjointe anticipée, finalement, serait réservée aux couples de femmes pour les enfants conçus lors d'une PMA. Alors, on a parlé des PMA artisanales, mais aussi pourquoi, finalement, ce ne serait pas un 5e mode d'établissement de la filiation ouvert à tous. Stéphane Fouéré, je suis membre du Conseil national de la FCPE, donc une des fédérations, conseil de parents d'élèves. La légalité d'être parent, c'est assez prégnant quand on parle aussi de parent social. Je ne sais pas si vous avez abordé cette notion de parent, on va dire, qui peut apparaître comme un parent non légal, je mets entre guillemets, parce qu'il y a des impacts, on le voit, lorsqu'il faut se présenter à des élections, siéger dans des conseils d'école, conseils d'administration, et le parent, on va dire, dit social, et ben là, il est discriminé, quoi. Oui, mais complètement. C'est toute l'une des grosses difficultés, évidemment. Et puis alors, ces termes qu'on utilise aussi pour distinguer les parents entre eux, mais qu'on est obligé de faire parce que pas tous les parents ont les mêmes droits. Donc, on utilise ce terme parent social, parent d'intention. Alors, ce qui est plutôt pas mal avec le terme parent d'intention, d'ailleurs, c'est qu'on appelle tous les parents d'intention à partir du moment où ils ont un projet parental. C'est peut-être, il y a toute une sémantique aussi à réfléchir. On utilisait le terme parent social, on l'utilisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, pour identifier le parent qui n'avait pas de droit. C'était le parent sans droit, le parent social. Mais en fait, ça allait plus loin que ça. C'est le parent qui n'était pas lié génétiquement à l'enfant, parce que notre droit de la filiation est fondé quand même sur une bonne partie sur la biologie et la génétique. Donc à la fois, il faut repenser les termes, même dès aujourd'hui. Repenser les termes, même si les droits ne sont pas les mêmes pour les parents. Chaque parent est un parent